Bonsoir à tous, merci d'être venus dans cette conf surprise qu'on a annoncée au dernier moment pour remplacer, je ne sais plus comment il s'appelle, Michele quelque chose, qui est absent et qui a pas pu venir. Du coup, on a transféré la track, bon, c'était écrit sur le slide d'avant, bref. Et donc, je vais vous présenter un petit projet sur lequel je travaille depuis un petit moment, depuis un peu plus de 2 ans maintenant, qui est un password manager, un secret manager, j'ai plutôt appelé. Mais avant, donc, juste pour me présenter, vous avez remarqué que j'avais la jaquette SCRT, mais je viens en fait d'SCRT France, parce qu'il existe une branche SCRT France en fait, qui est basée à Bordeaux et dont on est deux dedans pour l'instant. Et du coup, quand j'ai du temps libre, je développe des petits outils, quoi. Donc avant tout, pour rappeler ce que c'est qu'un password manager, j'imagine que vous en utilisez tous un. Enfin, j'espère. Et aussi pour faire une distinction en fait entre un password avant on m'insulte et un secret, parce qu'on va me dire non, mais les passwords, faut pas les partager, sinon ça veut dire que tu as fait de la merde. Donc, du coup, on va plutôt parler de secrets, parce que les secrets, ça se partage. Et en gros, le problème des passwords, c'est qu'on en a de plus en plus. Et pourquoi on a besoin de password manager? Justement, même si on en avait déjà besoin avant, maintenant, je regardais juste par curiosité combien j'avais de passwords dans mon KeePass avant de développer ça. J'avais 235 mots de passe. Donc, aller retenir 235 mots de passe comme celui que j'ai montré. À la limite, vous arrivez à en retenir une. Je vais prendre le petit laser. À la limite, vous arrivez à en retenir une du coup, mais alors retenir 250 fois un mot de passe comme ça. Donc les tricks, souvent, c'est oui, j'en ai 3, je permute 2, 3 trucs, etc. Au final, c'est sûr que vous n'avez pas 250 permutations différentes, malgré tous les efforts que vous pouvez faire. Et si un de ces 250 sites se fait pirater, ce qui est quand même la chance est quand même assez grande. Voilà, vous êtes parti pour changer vos mots de passe sur 250 sites. C'est plus jouable aujourd'hui. Et un password manager, c'est important d'en utiliser un, tout simplement. Alors à côté de ça, bon, les secrets donc, à partager, ça c'est plus l'entreprise qui est intéressée par cette fonctionnalité-là. Parce qu'en entreprise, en réalité, on ne va pas s'amuser à créer un mot de passe route pour chaque utilisateur, le firewall ou le routeur, ainsi de suite. Il y a toujours un mot de passe par défaut qu'il faut changer et qu'il faut pouvoir partager aux autres pour éviter aussi que quand l'administrateur système s'en aille, on soit coincé ou s'il se fait écraser par un bus, c'est pareil. Enfin, il y a toute une problématique qui rentre en jeu là-dedans. Et donc, les solutions en entreprise, soit on prend un password manager et on fait du SSO et du LDAP binding. En gros, ça revient en fait à utiliser le même mot de passe partout pour moi. Mais bon, c'est pratique à implémenter. On le lie directement à l'Active Directory. Donc quand un employé part, on l'enlève et il a plus. Enfin, et voilà, son accès disparaît. Voilà, on peut centraliser la gestion de tout ce problème-là. Il y a un mot de passe privé par personne, donc ça remplit bien ce qu'on attend. On peut avoir en plus des logs sympas, ça remonte pas mal de choses comparé à KeePass, qui est beaucoup plus difficile à utiliser pour partager des accès. Pareil, le management. Alors le management est centralisé, là c'est un seul fichier qu'il va falloir essayer de partager dans tous les sens, c'est pas forcément simple. Ça marche par contre avec tous les services. Alors, comparé à du LDAP binding, si le service ne propose pas le LDAP binding, on est coincé. On n'a pas le one private password par employé, normalement, sauf ce qu'on voit souvent en entreprise, c'est que en fait, il y a un KeePass principal et chacun a le mot de passe du KeePass dans son KeePass et ça marche à peu près comme ça, quoi. Ça permet d'avoir un mot de passe pour le KeePass principal et chacun son propre petit mot de passe. Mais bon, on voit vite des limites à ce système-là. Et puis après, pour les logs d'accès, là, c'est inexistant. Alors vous allez me dire, il existe plein d'extensions pour KeePass. Mais juste le KeePass tout seul, c'est pas terrible. Et en plus, si vous me rajoutez des extensions, qui a développé ces extensions? Est-ce qu'elles ont été aussi bien auditées que KeePass? Et ainsi de suite. Il y a plein d'autres problèmes qui arrivent. Donc au final, si vous faites du pentest, ça vous vous en rendez compte vite que le SSO et le LDAP binding, c'est pas une bonne idée. Vous choisissez n'importe quelle vulnérabilité, hop, vous récupérez rapidement un mot de passe Windows. Les mots de passe qui vous manquent, c'est les mots de passe des firewalls, de tous les équipements réseau. Ah c'est super, le password manager est bindé au LDAP, donc j'ai aussi accès à tous les mots de passe de tous le réseau et ainsi de suite. Contrairement à KeePass où là, on va devoir identifier et chasser un peu l'utilisateur qui a accès au KeePass, attendre qu'il l'ouvre
pour dumper la mémoire et récupérer les mots de passe du KeePass. Alors, qu'est-ce qu'un bon password manager de notre point de vue du coup de pentester? Tout d'abord, il faut que le chiffrement soit fait avec des standards, hein. Ça c'est bien connu. On ne va pas s'amuser à essayer de mettre de coder des algos de crypto bizarres. Alors, bien sûr, il faut que ça soit open source. Ça, pour moi, ça paraît important pour qu'on puisse vérifier que ce que vous annoncez, ça peut se vérifier en tout cas en lisant le code. En plus de ça, ça peut être amélioré par tout le monde. Ça peut être critiqué par tout le monde. C'est ça qui est aussi sympa. Il faut essayer d'avoir pas trop de dépendance pour réduire un maximum la surface de confiance. Justement, si on a 25 extensions dans KeePass, ça fait 25 points de compromission possible. Il ne faut pas que ce soit nous qui écrivons les algos de crypto. Bon, ça rejoint un peu le premier point. Mais même si on essaye d'implémenter un standard de crypto, on est sûr qu'on n'y arrivera pas. On n'est pas des cryptopathes en général dans le pentest. Donc, il faut pas, tout simplement, on ne le fait pas. On essaie de trouver des libs qui sont reconnus ou autres. Il faut aussi de la double authentification. Ça, on sait que c'est une bonne solution qui nous bloque quasi toujours en pentest. On arrive à choper les mots de passe, mais bon, après, il faut forcément faire du social engineering pour aller voler le token de la personne. Et puis, si on est à distance, si on est un attaquant à distance, là, c'est clair que ça devient beaucoup plus compliqué d'aller arracher du coup de la personne alors qu'on est en Chine ou ailleurs. Et donc, pour les entreprises, il y a besoin de partager ces secrets, justement. De loguer aussi les accès, pour pouvoir savoir qui a accédé à quoi et quand. Et potentiellement pouvoir facilement dire, bon ben voilà, tel employé part, quels sont tous les secrets où il a déjà eu un accès à un instant T, et on les change tous. Et pour les plus flemmards, il faudrait une intégration dans le browser qui permet de remplir tout seul, etc. etc. Ce qu'on n'a pas encore fait, mais qu'on fera sûrement pas tout de suite. Et du coup, on a fait Secretin.me. Si vous ne connaissez pas ce monsieur, il s'appelle Jacques Secrétin, c'est un pongiste. Et on s'en est rendu compte qu'il avait le nom. C'était drôle. Du coup, on a commencé en fait ça en 2015. Enfin, j'ai commencé un peu ça tout seul en 2015. Après les 15 ans de Gandhi, je ne sais pas si vous aviez vu ça en France. En gros, pour les 15 ans de Gandhi, on gagnait des noms de domaine tous les jours. Et donc, on a gagné plein de noms de domaine. Et puis, avec des potes, on est assez fan des noms de domaine rigolos. Donc, il nous restait un point ME à dépenser, en fait. Et moi, j'ai fait, il faudrait que je développe un password manager. Et puis, c'est drôle, le Secret.me en anglais, c'est stylé. Et en français, ça fait secrétin, trop drôle. Bon, allez hop, je prends. Et puis, du coup, après, je me suis dit, bon, maintenant, il faut que je développe le password manager, quoi. Et donc récemment, après quasiment 2 ans après, j'ai motivé des potes qui sont plus dans le développement, qui font du design aussi, pour améliorer ce que j'avais fait, parce que c'est pour ceux qui l'ont vu avant, c'était assez moche et inutilisable pour les gens normaux. Mais moi, même moi, je l'utilisais pas spécialement en fait, j'utilisais toujours KeePass. Et donc en début de cette année-là, en fin 2016, je pense, on a commencé à recoder correctement, proprement tout un tas de choses. Et donc, qu'est-ce qu'on a voulu mettre là-dedans? Déjà, on a voulu réduire la surface de confiance, comme je disais tout à l'heure. Et moi, ça me saoule de réinstaller à chaque fois des softs sur les PC. Si je suis chez quelqu'un, il ne va pas vouloir que j'installe OnePassword ou LastPass ou KeePass ou machin. Ou alors KeePass, vous allez me dire encore, oui, mais il y a un truc, on peut mettre sur Internet le fichier avec un bout de code dans le browser, ça va fonctionner, etc. Au final, en plus de ça, faut le maintenir à jour tout le temps quand il y a des mises à jour. Il peut y avoir des backdoors dedans, etc. etc. Et on s'est dit, en fait, un truc qu'on utilise tout le temps et qu'on est censé truster plus ou moins, c'est le browser. Et magique, en fait, la W3C a écrit une spec de crypto, la Web Crypto API, en fait, que votre browser est censé implémenter. Enfin, elle est en draft, donc ils ne sont pas forcés de l'implémenter. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, il n'y a que Blink de Google, donc de Google Chrome et Chromium, qui implémentent correctement tous les algos que je vais utiliser derrière. Mais théoriquement, si tous les browsers suivent les specs, le Password Manager marchera sur tous les browsers sans avoir à installer quoi que ce soit. Alors, le petit bémol, parce que sinon j'aurais jamais motivé mes potes à faire l'application, c'est que moi je voulais aucune dépendance, donc que le code natif JS, et eux m'ont dit non c'est mort, je fais pas d'appli jolie si on n'a pas le droit d'utiliser React ou autre framework d'application côté client.
Donc on a finalement splitté un peu le projet en une lib qui, elle, est sans dépendance, et une app qui fait appel à la lib, et qui, elle, donc, est codée en React. Je vais en reparler. Alors, côté storage, on s'est dit, bah, moi je suis parti un peu à bille en tête sur le JSON. Je trouvais ça, enfin, c'est facile à transporter, même à copier-coller en fait. À la base, je me disais, ah, bah, c'est pour faire un peu comme KickPass, je copie-colle mon fichier texte d'un endroit à l'autre, et puis ça marche, quoi. Donc le JSON se prêtait bien à ça. Et donc, soit on l'écrit dans un fichier, soit on a un serveur en fait qui s'occupe juste de le servir, mais du moment que ça sert à rien, c'est du contenu chiffré. On peut ne pas faire confiance au serveur, et ça peut fonctionner quand même. Donc bien sûr, la cryptographie est faite toute côté client. Donc si jamais le serveur est compromis, ce que je disais, ben, on ne peut pas lire les secrets. Si le réseau est compromis, c'est pareil. Si SSL est compromis, on s'en fout. Tout est fait côté client. Et le serveur ne stocke rien du tout. Le serveur ajoute juste une petite... Enfin, stocke rien du tout. Ne permet de reconnaître rien du tout, pardon. Et ça rajoute par contre un petit détail, c'est qu'on va quand même pouvoir faire du contrôle d'accès côté serveur, même si on ne peut rien déchiffrer. On va pouvoir empêcher un utilisateur d'écrire ou d'écraser un secret, ou de le repartager. Et on peut donc donner voilà, ces trois types de droits différents sur des secrets. Et en plus de ça, on peut loguer qui accède à quel secret et quand. Alors, tu vas voir du coup. Enfin oui, oui. Du coup, comment ça marche? Alors, même la crypte, j'avais juste le seul truc que je devais faire, c'est choisir les bons algos, et j'ai quand même réussi à rater ça. Donc, il y a Ryan Slivy, du coup, qui a participé à l'écriture des specs de W3C, qui m'a dit, et puis Veor qui avait jeté un œil aussi. Ils m'ont fait, ouais, en fait, t'as choisi des algos de merde. Donc, bon, après, c'était assez simple à changer, hein. J'ai juste changé les algos que j'utilisais pour utiliser ceux qui étaient mieux, et puis ça a fonctionné. Mais j'ai en aucun cas codé de la crypto moi-même, quoi, je le rappelle. Et donc, comment ça marche? Alors, ça va être des vieux schémas un peu hardcore. Du coup, l'utilisateur s'enregistre, donc son nom d'utilisateur, il y a un SHA-256 qui est fait dessus, qui servira d'identifiant. Sa passphrase, elle est dérivée avec PBKDF2, SHA-256, avec un salt random, 100 000 itérations, plus voilà, les normalement bonnes pratiques d'utilisation de PBKDF2. Le browser génère une paire de clés, RSA. Et la clé dérivée permet de chiffrer cette clé privée avec AES, CBC, truc classique, quoi. Et donc tout ça, ça peut être envoyé côté serveur. On a les paramètres de dérivation de la clé, le SHA-256 de l'username pour savoir qui est cette personne, l'IV et la clé privée qui est wrappée, et puis la public key, parce que comme on va faire du partage de mot de passe, la public key, elle va être utilisée pour ça. Au niveau de à quoi ça ressemble, voilà, ça ressemble à ça. On a l'ID de l'utilisateur, donc on ne peut même pas savoir quel username. Il faudrait brute forcer des usernames au final. Et puis on a voilà, les paramètres, la private key qui a juste, c'est juste de l'exa écrit en string un peu partout, et la public key qui est stockée dans le format que la crypto API me donnait, du JWK. Pour le login, du coup, pareil, on met son nom. Le SHA-256 est fait, ça permet que le serveur nous envoie les paramètres de dérivation de la clé. Ensuite, la passphrase, on reprend les paramètres de dérivation, on refait la clé dérivée, on unwrap la clé privée avec AES CBC 256, et l'utilisateur, du coup, récupère sa clé privée et sa clé publique. Ensuite, sur la création de secrets, on met un titre au secret. Avec le timestamp, il y a un ID qui est créé. On fait le SHA-256 du timestamp et du titre. En fait, maintenant, on pourrait très bien faire n'importe quel ID random, c'est pas très important. Et le browser génère une clé aléatoire qui va être utilisée pour faire de l'AES GCM cette fois. Et donc avec l'IV et la clé, cette clé chiffrée, on va pouvoir, si je dis maintenant, avec l'IV et la clé, on va pouvoir chiffrer notre secret. Et cette clé, pour la partager justement, on va la chiffrer avec le RSA, avec les clés publiques des personnes qu'on veut en fait. Bon, c'est un peu compliqué. À la limite, vous pourrez regarder les slides sur Internet, ou je ne sais pas où on les partagera. Du coup, au niveau de la base, ça ressemble à ça. On voit que l'utilisateur, il a accès à ce secret-là. Donc, il a la clé
la clé partagée chiffrée avec sa clé publique à lui dans ses données. Et on a le secret qui a un ID, un IV et son contenu. Bon, du coup, l'effet inverse, pour récupérer le secret, je vais vous passer ça. Enfin, il y en a encore un bon paquet de schémas et de pire en pire. Donc quand on partage, au final, en gros, on prend la shared key qui était aléatoire, on l'envoie à, on la déchiffre avec notre clé privée et on la chiffre avec la clé publique des autres pour que les autres puissent la déchiffrer plus tard. C'est vraiment du standard de la crypto asymétrique puis symétrique derrière. Donc ça, c'est la partie crypto, c'est notre couche crypto. Par-dessus ça, on va pouvoir mettre une couche un peu plus logique quand même, qui va pouvoir être faite que via le serveur au final. Sinon, si c'est écrit dans un fichier, ben, ça peut être altéré par n'importe qui. Donc on va pouvoir vérifier côté serveur que l'utilisateur est le bon. Donc en fait, on va faire le hash du hash de la clé dérivée pour pouvoir savoir si c'est son bon couple de login password. Et c'est que dans ce cas-là qu'on va lui envoyer la master key qu'il aura lui-même à redéchiffrer de l'autre côté. Donc on va faire un peu la même authentification classique qu'on faisait sur les formulaires avec login mot de passe, mais avec une couche de hash supplémentaire. Et comme ça nous évite d'envoyer à tout le monde les données pour qu'elles puissent être brute forcées derrière, même si c'est du PBKDF de SHA-256 et que c'est long. Le serveur pourra permettre d'éviter ça. Donc on peut, ah oui, alors pour authentifier les actions qui sont faites côté serveur, en fait, toutes les actions sont signées avec la clé privée de la personne. Comme ça, le serveur, il peut vérifier que c'est bien la personne qui fait j'édite tel secret. Ok, est-ce que tu as bien accès à ce secret? Enfin déjà, est-ce que ce que tu as signé, ça correspond bien à toi? Et ensuite, est-ce que tu as le droit d'éditer ce secret, ainsi de suite. On va pouvoir mettre aussi de la double authentification avec le serveur, donc partage de tokens. Du coup, la double authentification, c'est assez simple. C'est une seed qui est générée, partagée. Vous voyez avec votre petit QR code, il est mis dans votre téléphone. Le serveur le reçoit. Et ensuite, au niveau du temps, le serveur et votre téléphone sont synchronisés normalement et vous génèrent les mêmes codes en permanence. Donc pour faire la vraie double authentification, entre guillemets, la seed, elle va être XORée avec le hash de votre clé, de votre dérivé, de votre password dérivé. Ce qui permet que si vous donnez un password faux, la seed va être fausse derrière, et donc la double authentification ne marchera pas. Il faut absolument avoir les deux en même temps pour que ça fonctionne. Mais c'est assez classique aussi sur cette utilisation de la double authentification. Enfin, c'est pas de la double authentification en deux temps, c'est ce que je voulais dire, où d'abord on vous demande votre mot de passe, et ensuite, s'il est bon, on vous demande le token. Là, on peut pas, même le serveur ou l'attaquant ne pourra pas savoir s'il a faux parce qu'il a le mauvais mot de passe ou parce qu'il a le mauvais token en fait. Et donc, à partir de là, je me suis dit, en l'utilisant, ça devient un peu chiant. Il faut taper ma master password et un token dès que je veux accéder à un secret. Donc je me suis dit, il faudrait faire de la double authentification par device aussi. Alors là, les schémas sont encore plus imbitables, surtout celui-là. Et en gros, je stocke des trucs dans le local storage, mais il faut avoir compromis et le serveur et le browser, et ensuite brute forcer ce que j'ai appelé un short login, un peu comme sur vos téléphones, vous avez un petit code de 4 caractères pour accéder à une petite application, et ça veut dire qu'il faut et votre téléphone, mais aussi un petit code supplémentaire. Là, vous pouvez activer cette feature-là, dire moi j'en ai marre de taper tous mes trucs à chaque fois, je vais juste enregistrer un petit code, et l'attaquant ne pourra pas brute forcer ce petit code sans avoir d'abord accédé au serveur et au browser. C'est tout pour les schémas horribles. Derrière Secret1, donc, il y a CouchDB en fait. Le serveur est écrit en Node.js pour rester sur le JS au final. Et on utilise CouchDB parce qu'il y a une bonne gestion des conflits, on trouvait. Et puis c'est fait pour que ça soit facilement réplicable. Enfin, c'est du master-master. Il suffit on ne devrait pas facilement perdre des données en utilisant CouchDB. Après, je me suis amusé avec CouchDB. J'ai remonté déjà une vulnérabilité qu'ils ont patchée normalement. J'essaie de regarder aussi les outils que j'utilise. Et donc, la librairie, ce que j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de dépendance. Et l'application, on utilise React.js, qui est bien à la mode et qui est vraiment pratique et qui permet de faire des choses pas mal vite et proprement. Et on arrive enfin à la démo. Alors ouais, pour revenir au problème de oui, si on backdoor le JS, au final,
La partie serveur, c'est pas celle qui va servir le JS. Donc on pourra toujours backdoorer le JS. Enfin, il va falloir compromettre deux serveurs différents. Là, par exemple, le site, c'est Google Page, GitHub qui sert directement le code, en fait, vu que c'est du code statique. Vous pouvez même vous-même avoir le code statique quelque part, en fait. Et l'API, elle envoie jamais de JS. Le serveur qui fait le stockage ne envoie jamais de JS à exécuter sur le browser, quoi. Donc, il faut avoir compromis le truc qui envoie le JS. Mais oui, sur ce coup-là, c'est faisable, c'est clair. Donc, voilà la belle interface qu'on a maintenant. Du coup, j'ai juste fait tourner, on peut voir, juste un Python simple HTTP serveur sur le dossier de build. Donc, on a juste de HTML et du JS. Ah, ok, bien vu. Ok, donc ce que je disais, donc l'application, elle est linkée à la lib. La lib est déjà dans NPM, vous pouvez faire NPM install, enfin maintenant il faut utiliser yarn et plus NPM, mais vous faites yarn add ce crétin, et hop, vous avez la lib que vous pouvez utiliser, qui marche pas pour du Node.js pour l'instant, mais on est en train de travailler sur ça, et vous l'intégrez dans votre projet. J'ai documenté l'API normalement sur GitHub. Et ensuite, du coup, vous pouvez aussi cloner l'app, et l'app va faire appel à la lib. Vous la buildez, on a tous les trucs qui permettent de builder facilement, enfin, classique, et vous la servez sur n'importe quel serveur web qui sert du contenu statique, hein. On n'a vraiment pas besoin d'autre chose que de servir du contenu statique. Donc là, je l'ai bindé à un serveur que je fais tourner dans Docker, mais on a aussi le setup. On a un setup du serveur où vous faites juste Docker Compose Up et vous avez le serveur et CouchDB, Redis et le serveur, l'API qui se met en écoute. Vous pouvez l'utiliser pour tester, mais on ne conseille pas après en prod d'avoir ça. Après, vous devez installer CouchDB vous-même, autant de CouchDB que vous voulez, le serveur quelque part, et puis Redis où vous voulez aussi. Mais au moins, juste pour tester, vous faites git clone, Docker Compose Up, hop, ça vous monte un serveur avec tout ce qu'il faut. Alors, si je dis pas de bêtises, donc là, bah, normalement, il n'y a pas de user. Je vais pouvoir créer un utilisateur. Hop, avec un super mot de passe. Voilà comment est l'interface. Bon, après, c'est classique, hein, on peut ajouter des secrets. On n'a pas encore le fait d'ajouter des champs supplémentaires, etc. Mais après, ça, c'est que de l'appli, enfin, c'est que de l'UI, l'UX, hein, entre guillemets. C'est sur ça qu'on a beaucoup de travail encore à faire. Je vais ajouter du coup. Hop. Vous pouvez voir avec qui ils sont partagés. Vous pouvez décider de partager avec quelqu'un en read only, read and write HR. Bon, voilà, tous ces trucs classiques. Enfin, ça, c'est vraiment l'utilisation classique du passeur. Ah oui, je pourrais vous montrer quand même ce qui se passe au niveau réseau. Bon. Ah oui, il y a un petit détail, c'est qu'en fait, il faut que toutes les 404, etc., soient redirigées vers la même page, vers le index.html, pour qu'on puisse gérer un espèce de pass nous-mêmes côté client. Donc là, ce qui n'est pas fait avec mon simple HTTP serveur Python. Mais bon. Alors, il n'y a pas de cookie, il n'y a rien, donc dès qu'on refresh la page, on perd le. Bah, il faut se reconnecter, quoi. C'est notamment pour ça que c'était un peu chiant d'avoir à chaque fois à retaper son token et ainsi de suite. Voilà, donc dans les settings, on peut activer le two-factor authentication. Bon, je pourrais vous faire la démo, mais en fait, on s'en fout. Et le short pass, là, je dis, bah voilà, j'en ai marre, je veux un short pass. Et dans ce cas-là, uniquement avec ce browser, si je retourne à la racine, il va savoir qu'on s'est déjà connecté avec ce browser-là, et j'ai juste à mettre mon short pass pour récupérer mes secrets. Ce qui permet d'aller plus vite sur ce genre de choses. Alors pour ceux qui ont peur quand même du browser, il y a un truc qui est super qui s'appelle Electron, qui permet de wrapper en fait le moteur de Chrome, le moteur de Node.js et je sais plus quoi. Et du coup, on a une appli lourde, un exécutable, et qui est séparé du browser, mais qui utilise exactement la même application. Nous, on a rajouté du coup là-dedans, si on est sur un modèle Electron, si je lance à côté. Voilà, on a une petite app à côté qui fait pareil. Je sais même plus sur quoi je l'ai bindé. Je crois que je l'ai bindé sur le même API. Au final, on pourrait même utiliser l'une app pour aller sur différentes API et changer avoir l'API qui est par défaut qui est pour nous en perso,
dire qu'on veut l'API de l'entreprise et du coup on va avoir les creds de l'entreprise à rentrer et ainsi de suite. Est-ce que c'est bon? Est-ce que j'ai internet aussi? Je suis pas sûr en fait. Si, j'ai internet. Eh bien, ça n'a pas marché sur l'app. Mais tant pis, vous devrez me croire. Enfin, en gros, c'est la même appli qui doit tourner. Je sais pas pourquoi j'ai dû rater mon build tout à l'heure. Je sais pas ce que je peux vous montrer dessus. Enfin, c'est vraiment une utilisation classique. On peut voir que ses secrets, que les secrets qu'on a partagés avec nous ou qu'on a partagés avec d'autres. On a donc la synchro offline, etc., etc. Et si je reviens où j'en étais, il restait un détail en fait qui m'est venu merde, qui m'est venu en sensibilisation utilisateur que je donnais. Madame Michu, en fait, elle me dit ouais, mais vous êtes bien beau avec vos password managers, mais comment je fais pour changer, pour mettre mon mot de passe Windows dans mon password manager, sachant qu'il me faut mon mot de passe Windows pour lancer votre password manager, quoi. Et du coup, bah, c'est clair qu'en plus, le mot de passe qu'on lui demande de changer tout le temps, c'est le mot de passe de son Windows. Et du coup, c'est celui-là qu'elle finit par mettre la même chose tous les mois, mais avec un chiffre en plus. Et c'est celui-là qu'on arrive à deviner facilement parce qu'on sait que tous les gens font ça. Et au final, il n'y avait pas de solution à ça. Donc, j'ai essayé de trouver une solution à ce problème. Et j'ai réussi à faire en sorte que... En gros, j'ai fait une mini app secrétin dédiée à ce problème-là, qui se lance avant la mire de login Windows, avec un peu de magie noire. On va voir si l'effet démo est avec moi ou pas. Ah ben... Voilà, donc on a cette petite fenêtre qui pop. Je suis bien connecté, je crois, à Internet. Normalement, là, c'est connecté à mon vrai compte. Donc, hop, si tout va bien. Voilà, là, il me demande un token. Et du coup, il faut savoir que le copier-coller n'est pas implémenté sur cette mire de login, ce qui a été une bonne surprise quand j'ai réussi à faire déjà le trick de injecter l'app au démarrage comme ça. J'ai fait, ah cool, je fais copier-coller, il se passait rien. Si je ne me suis pas trompé dans mon master mot de passe. Si la démo est avec moi, voilà. Il a déloqué le truc et là on a un truc vraiment spécifique. On choisit en fait le dernier mot de passe. Bon, par défaut c'est le dernier mot de passe qui est sélectionné, mais on a les autres mots de passe des mois d'avant, entre guillemets, si on a besoin de réutiliser. Typiquement au moment du changement de mot de passe, on en a besoin, mais je vais vous montrer. On clique sur copie, on fait CTRL V et hop, il tape tout seul le mot de passe. Et on peut voir que c'est un méga truc super compliqué, on s'en fout. Et on se connecte. Voilà. Et du coup, si jamais je veux changer mon mot de passe, c'est où déjà? Non, c'est pas ça. Comment on change son mot de passe sur Windows? Ah oui, c'est plus. Voilà, change de password. Hop, normalement. Et- Ah, il est là. Merde. On peut pas, non, il se passe rien. Ouais, juste parce que c'est un browser du coup en plus ou moins petit. Normalement, on rely sur Electron et sur les options qu'on a mis, mais on peut pas faire de Ctrl Alt Shift I ou quoi que ce soit. Il n'y a pas le console de debug qui pop.
Il y a- Et voilà, on a essayé de limiter les inputs. On n'a pas directement mis l'app pour qu'on ait accès après à tous les autres secrets. Il y a vraiment 2 inputs, puis un petit menu déroulant et c'est tout. Donc, ce qui ne veut pas dire que quelqu'un n'arrivera pas à trouver un problème là-dedans, mais donc si je me reconnecte, donc là il me demande l'ancien, donc je peux copier celui-là, hop. Je dis j'en génère un autre, hop, ça y est, il en a généré un autre, j'ai même pas besoin de le connaître. Faut refaire un copie, je crois. Hop. Et le nouveau, bah, il est aussi foireux que le premier. Hop. Et le password a bien été changé. Et donc normalement, Madame Michu, elle n'a plus qu'à connaître son petit mot de passe habituel. On peut mettre facilement la double authentification dessus. Et le mot de passe peut être changé toutes les semaines. Au final, la démarche est pas trop difficile, quoi. On n'a pas juste embêté les utilisateurs, on a apporté une autre solution qui est normalement est plus pratique et plus sécure. Après, c'est un peu c'est des features de Windows que j'ai utilisées. Hein, c'est pas vraiment des gros hacks bizarres, mais enfin là je simule quand même les frappes clavier quand je fais un copier-coller, mais en écoutant la capture, le contrôle V et en le réimplémentant plus ou moins. Mais sinon le reste c'est legit. Voilà. Donc c'est disponible donc sur secret-in.me si vous voulez déjà le tester en fait. Moi c'est ça que j'utilise pour l'instant. Vous pouvez créer un compte. C'est hébergé. Alors le CouchDB est hébergé sur AWS si vous voulez le savoir. Le site est hébergé donc comme je disais tout à l'heure c'est les GitHub pages directement. Donc le code que vous voyez sur GitHub c'est celui que vous voyez normalement sur cette URL là. Et donc du coup après elle est bindée à api.secret-in.me qui est elle chez AWS. Et donc vous avez le serveur avec Docker Compose si vous voulez le bundler. La librairie qui est dans NPM, comme je disais tout à l'heure, que vous pouvez build si vous voulez. Il y a le client lourd, enfin le client qui peut être soit en lourd avec Electron, soit directement en HTML que vous servez avec ce que vous voulez. Et puis le truc Windows qui est séparé et qui vous build juste cette petite app avec un loader qui va permettre de faire l'espèce d'injection que je fais au début. Voilà, c'est tout. Si vous avez des questions. Ah non, pardon, j'ai le slide bat. J'avais oublié, j'ai fait ça aussi. Voilà, donc du coup, on en est sur ce qu'on veut implémenter après. Faut qu'on trouve un logo. Mon pote qui veut reprendre avec moi, enfin qui veut reprendre un peu le design, m'a vite fait une proposition de logo, genre tout à l'heure, pour que je puisse le mettre. Donc c'est peut-être le logo qu'on va utiliser. Le mode offline, il est en bêta. Enfin en bêta, ça veut rien dire parce qu'il n'y a personne qui l'utilise de toute façon pour l'instant. Mais bon, il n'est pas encore poussé dans la branche principale. Il faut qu'on fasse une app. Alors oui, gros problème avec iOS qui oblige à avoir le moteur de Safari. Donc notre app ne peut pas marcher nativement sur Safari. Là, sur Android, je sors mon téléphone, je vais avec Chrome sur le site et hop, je peux déchiffrer les mots de passe. J'ai pas d'app à installer. Ben, ça ne sera pas le cas sur iOS tant qu'ils n'auront pas implémenté la crypto API dans Safari ou qu'ils n'auront pas autorisé Chrome sur Safari. Sachant que Chrome sur iOS, c'est en fait le moteur de Safari caché derrière Chrome. Donc on est en train de partir sur une app avec React Native pour pouvoir utiliser un maximum de code React. Et on a dû faire du coup un espèce de système d'adapteur où on va pouvoir dire soit je prends l'adapteur crypto browser, donc on branche nos différentes fonctions qui font le wrapping de la crypto du browser et on a l'adapteur browser, ce qui est celui qui est utilisé actuellement. Du coup, pour pouvoir tester, j'ai fait un adapteur Node.js. Donc, ça utilise à moitié la crypto de Node.js intégrée et il manquait 2-3 trucs. Donc, j'utilise Forge, Node.Forge derrière. Mais du coup, maintenant, vous pouvez faire une app secrétin en ligne de commande, en Node.js complètement, en passant juste l'adapteur crypto de ce qui ship avec secrétin. Et on va du coup faire un adapteur crypto qui va binder avec ce qui est disponible dans React Native pour faire une appli iOS. Après, au niveau de l'UX, on a plein de choses à faire parce qu'on est parti de loin. Notamment, vous avez dû voir, quand on clique sur Connect, il ne se passe rien. On se dit, est-ce que ça va vraiment marcher ou pas? Il n'y a pas de retour. Est-ce que c'est planté ou est-ce que c'est juste en train de charger? C'est surtout sur mobile où c'est plus long de faire le PBKDF2, par exemple. Voilà, on doit attendre un peu et puis miracle, c'est bon, ça marche. Mais
Voilà, il manque beaucoup de retours aux utilisateurs pour que ça soit plus pratique et j'ai beaucoup envie de travailler sur ce sujet-là justement pour pas que ça soit un autre projet open source pour Barbu et que personne n'ait envie de l'utiliser au final. Pour la documentation, normalement, on a essayé de documenter un maximum pour que justement n'importe qui puisse l'installer soi-même chez lui. Si jamais vous avez des questions, ouvrez des issues et on documentera plus. Il nous manque le setup de CouchDB et comment faire de la réplication et tout un tas de trucs. Il faut qu'on arrive à bien documenter ça aussi. Mais sinon, on a normalement les étapes pour pouvoir build soi-même et puis se faire son setup chez soi ou dans son entreprise du serveur, quoi. Il faudrait ajouter plus d'options aussi. Typiquement, là, il n'y a pas l'autoclose, entre guillemets. Enfin, le fait qu'au bout d'un certain temps, automatiquement, on est délogué et tout est supprimé, comme fait qui passe, par exemple. Donc ça, faut qu'on enfin, c'est implémenté, c'est une pull request, mais comme on suit les bonnes pratiques de DevOps, comme il disait ce matin, il faut que j'attende que mon pote revoie mon code pour qu'on puisse commit. Et puis, il n'a pas le temps en ce moment. Pareil, la manière dont est généré le secret, il faudra pouvoir dire je voudrais 10 caractères avec que des chiffres ou ainsi de suite. Là pour l'instant c'est genre 20 complètement aléatoires, mais il y a certains sites qui vont dire ah non 20 c'est trop. Là vous êtes un peu embêté pour générer 20 ou alors ils vont dire non il faut pas qu'il y ait des caractères comme celui-là. Mais donc il faudra qu'on puisse soi-même, comme le font les autres password managers, au final définir comment générer ces secrets. J'ai mis ce crétin pour le teaser Insomniac, je l'avais mis en épreuve, où j'ai fait une capture mémoire en fait de l'application Electron. On voyait très bien qu'on arrivait à récupérer au moment où la clé était déchiffrée. Donc depuis la mémoire, comme qui passe, on peut aussi déchiffrer la clé, enfin récupérer la clé. Et puis après, une fois qu'on a la clé privée, tout le reste se fait facilement. C'est vraiment le point à améliorer. Donc, est-ce qu'on pourrait pas réussir à obfusquer la private key en mémoire plutôt que là, elle est assez facile à trouver quand on a un dump mémoire. Ça serait des trucs à travailler. Comment faire pour justement vérifier que l'API puisse vérifier que le code JS qui est utilisé n'est pas un code JS backdooré. Ça serait intéressant de voir si on peut le faire, mais c'est difficile. Si c'est le JS lui-même qui fait la vérif du code JS, on n'arrive pas. En fait, il n'y a pas vraiment de solution à ça. Donc, c'est des trucs à réfléchir. Et puis il nous faut des retours utilisateurs aussi, voir qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui est pas bien fait, qu'est-ce qui marche pas, et ainsi de suite. Voilà, c'est tout cette fois.